les plans d'action pour le développement du secteur énergétique qui viennent de passer en communication. Ça a été dit. Nous souhaitons les voir en actes concrets adoptés en Conseil des ministres et nous souhaitons, je le répète, que le budget d'État prenne sérieusement la question de l'énergie en termes de financement. Parce qu'il ne peut pas avoir du courant si on n'investit pas dans l'énergie. Ce n'est pas possible. Le secteur d'énergie, on l'a dit ici, c'est parce que c'est un secteur d'utilité publique qu'on n'a pas déclaré la faillite et de fermer EDM. Il faut que l'État investisse dans l'énergie pour qu'on puisse produire et répondre aux besoins des Maliens. On ne peut pas faire de la sorcellerie à ce niveau, ce n'est pas possible. Dans les documents qui nous ont été transmis, les 19, il n'y a que des localités qui ont été libérées. C'est-à-dire, on a parlé de la libération de Marékou et de Farabougou. Mais en dehors de ces deux localités, on n'a pas d'objectif en termes de localités libérées. Et par rapport aussi à l'administration, en ce qui concerne les retours de l'administration, il faudrait qu'on nous donne les statistiques des localités où l'administration est retournée. Surtout que nous savons que dans certaines régions, en réalité, dans les cercles, il n'y a même pas d'administration. Monsieur le Premier ministre, nous déplorons que la République ne pleure pas de la même manière ses morts, notamment les récents massacres de masse dans la zone dite des trois frontières, à Ansongo, à Menaka et dans les Gourma. Pas de drapeau en berne, pas de deuil national. Ne sont-ils pas des Maliens? Pourquoi ce silence? Sur la question de défense et de sécurité, Monsieur le Premier ministre, la situation sécuritaire se dégrade, notamment dans la partie nord-est du pays. Aujourd'hui, des villes comme Andramboukan et Ndeleman sont abandonnées. Des villes aujourd'hui comme Tessit, comme Ansongo ou comme Lamzaga ne tiennent qu'à un fil face à la montée en puissance de ce que mon frère tout à l'heure a dit de l'État islamique Daesh. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez parlé d'une accalmie. Certainement, c'est une éphémère accalmie du Front social. C'est plus dû à la réaction par rapport aux sanctions injustes imposées à notre pays qu'à la résolution véritable des problèmes. Et vous avez soutenu également que la relance économique sur laquelle vous avez parié ne répond pas. Je crois qu'il est urgent d'aller vers l'organisation d'une conférence sociale pour montrer les limites de notre économie et de l'État malien aux partenaires intérieurs pour fixer un cap afin qu'on puisse sortir de cette transition le plus rapidement possible, afin de limiter les dépenses à ce niveau-là. Nous avons un deuxième point pour ce qui concerne par exemple les fêtières des médias. Les fêtières des médias viennent de désigner leurs représentants à la HAC. Elles ont fait un choix et ce choix n'a pas été respecté. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le fait que le choix souverain des fêtières des médias pour désigner leurs représentants au sein de la haute autorité de la communication ne soit pas respecté? C'est quand même assez anormal. Une deuxième chose, nous avons envoyé au niveau du ministère de la Communication, justement, un certain nombre de propositions de réforme des textes qui régissent nos professions, avec justement le fait que nous sommes dans le 21e siècle et qu'il y a beaucoup de numérique. Nous sommes prêts, et nous avons déjà travaillé là-dessus, à faire des propositions de révision et d'amendement de ces textes, mais nous n'avons eu jusqu'à présent aucun retour de la part du ministère de tutelle, et ça nous étonne un peu. Monsieur le Premier ministre, par rapport à votre intervention concernant le dépôt de la loi électorale au niveau du CNT, vous avez dit dans votre langage que cette loi est sur la table du CNT depuis. Mais sans oublier que la loi a été déposée le 6 décembre 2021 au CNT, alors que on devait aller en congé le 17. 15 jours d'intervalle, travailler sur de tels projets sensibles, c'est peu. Vous avez donné des réponses. Notamment, vous avez évoqué, bien entendu, les fonds mobilisés dans le cadre de l'achat des équipements. Oui, nous sommes conscients de cela, parce que nous avons examiné les lois de finances ici. Comme exemple, je donne juste une indication, la loi de finances rectificative 2020, où nous avons mobilisé 71 milliards pour l'achat des équipements militaires. Ensuite, vous avez évoqué le choix de la CMDT pour avoir un effet d'entraînement afin de tirer notre économie vers un niveau satisfaisant. Oui, nous sommes conscients de cela, mais sauf que la théorie économique dit que
Quand nous augmentons les dépenses militaires, bien entendu, au lieu d'un effet d'entraînement, il va créer un effet d'éviction dans les dépenses de développement. Or, dans votre plan d'action que vous nous avez présenté, l'aspect financier que vous avez mis dedans, les dépenses financières de l'axe 1 sont inférieures aux dépenses financières de l'axe 4. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, ici, il ne doit pas y avoir d'effet d'éviction dans les dépenses de développement. Or, si nous regardons les réponses que vous avez apportées, au niveau de l'axe 1, où vous avez dit presque qu'il y avait de l'unanimité, vous avez passé 45 minutes à nous expliquer encore les acquis de l'axe 4. Nous sommes déjà convaincus et nous sommes conscients de ce qui s'est passé au niveau de l'axe 1. Maintenant, au niveau de l'axe 2, vous avez passé 5 minutes. Au niveau de l'axe 3, 8 minutes. Au niveau de l'axe 4, 28 minutes. Est-ce à dire réellement qu'il n'y a pas de contenu? Monsieur le Premier ministre, je souhaite une réponse claire par rapport au traité Serval. Où en sommes-nous avec le traité Serval? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de faire un communiqué aujourd'hui pour clarifier la position du Mali? Ma deuxième question concerne les modifications en cours pour les cartes d'identité biométrique pour les Maliens de la diaspora. Est-ce que ces modifications seront prises en compte pour la confection des cartes? En ce qui concerne la zone aéroportière, Monsieur le Premier ministre, vous venez de dire qu'il y a des projets en cours. Et ceux qui dorment dans les rues, que faut-il faire avec eux? Déjà, dans votre propos, la zone aéroportière n'est plus accessible. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour loger ces milliers de personnes dont leur droit, c'est d'avoir un chez soi? Nous avions, depuis le 10 novembre 2021, près de 30 personnes qui sont dans les mains des ravisseurs. Je ne sais pas si vous avez connaissance, logiquement vous devez en avoir connaissance, mais jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de cette trentaine de personnes qui sont de Dimbal et de Bankas. Nous vous demandons aujourd'hui de tout mettre en œuvre. Si vous avez connaissance, c'est bon. Si vous n'avez pas connaissance, d'en prendre connaissance et de tout mettre en œuvre pour leur libération. Merci, chers collègues. Monsieur le Premier ministre. Je reviens aux questions qui viennent d'être posées. Concernant les intrants agricoles, Boubacar Sidibé effectivement a affirmé qu'aucun intrant n'est sur place. Les informations dont je dispose à ce stade venant des services compétents du ministère du Développement rural et de la CMDT sont les suivantes. Pour le début de la campagne, on a besoin prioritairement du complexe coton, dont le niveau d'approvisionnement est de 47%. Le complexe coton, les commandes sont de 108 000 tonnes. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 50 900 tonnes, soit 47%. Et les quantités sur place, sur le terrain donc, contrairement aux informations que vous avez, en tout cas ce qui m'est communiqué, c'est 42 485 tonnes. Le complexe céréales, les commandes 58 000 tonnes. Sur place, aujourd'hui, nous avons 27 358 tonnes. L'urée, 94 300 tonnes commandées. Nous avons aujourd'hui sur place 10 000 tonnes. Et les livraisons sont à 29 000 tonnes. Je vois Fertinova, 40 000 tonnes commandées, livrées 3 000 tonnes, sur place 3 000 tonnes. Voilà ce que nous avons. De plus, des stocks sont en souffrance au port d'Abidjan à cause de l'embargo. Voilà les informations que je pourrais vous donner à ce stade, qui sont quelque peu différentes de celles que vous avez, qui indiquent qu'il n'y a aucun engrais sur le marché, sur le terrain aujourd'hui. Sur les localités libérées, aussi le retour de l'administration. La liste des localités, je ne l'ai pas sous la main. Je crois que c'est un dossier qu'on pourra vous communiquer plus tard. Mais ce que je veux dire, concernant le déploiement de l'administration, les zones d'insécurité actuellement, les administrateurs civils, pour des raisons que vous comprenez, ne sont pas très enclins à retourner jusqu'à la pacification totale. Donc l'État a décidé de déployer des militaires qui vont occuper les postes de commandement dans les zones d'insécurité qui viennent d'être libérées. Ces militaires, c'est des contingents qui sont en formation actuellement pour avoir les rudiments de l'administration. Vous estimez qu'il faut m'écarter? Moi, je pense que ça, c'est le président de la transition et les Maliens qui jugeront. Ce n'est ni moi, ni vous. Le jour où l'heure de partir va venir, vous savez, moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Ce que je dois faire, je le fais et je laisse mon destin se réaliser. Tous ceux qui sont dans les petits calculs-là, ils ont tous échoué. Tous ceux qui sont dans les calculs ont échoué. Moi, j'étais dans un grand mouvement.
Quand le régime a changé, chacun est parti de ses calculs. Je suis resté sur la ligne du mouvement. Le jour où c'est venu que je devais être Premier ministre, j'ai été désigné, le président m'a accordé la confiance. Le jour où mon temps finit, je partirai la tête haute. Mais ça, c'est le président et les Maliens qui vont le décider. Voilà comment je fonctionne. Je ne suis pas dans les calculs. Je ne suis pas dans la ruse. Moi, je ne confonds pas la ruse et l'intelligence. Il y a des hommes politiques qui les mélangent. C'est deux choses différentes. Ramata Diaouré a posé deux questions pertinentes. Elle a donné son avis sur le fait que la communication n'occupe pas la place à laquelle elle a droit dans l'action gouvernementale. Vous savez, souvent, il faut reconnaître les choses lorsqu'elles sont vraies. Je dois avouer ici que je ne voudrais pas lui donner les mêmes réponses qu'au précédent, parce que nous savons très bien que nous sommes en guerre sur le terrain. Mais il y a la guerre de la communication. Souvent, elle est plus dangereuse que la guerre physique. Je suis d'accord avec vous que la guerre de la communication, je ne dis pas qu'on l'a perdue, mais on peut mieux faire. Abdelkarim Daou a parlé des acquisitions d'aéronefs, il s'est félicité de ça. Il a demandé les sources de financement, c'est vraiment les budgets nationaux. Vous imaginez, dans la situation actuelle, personne ne va nous donner son argent pour nous équiper. Au contraire, c'est ce qu'on a attendu pendant des années. Je vous avais dit avant, on sort l'argent du budget d'État, on ne peut pas acheter. Ou bien on achète, on paye l'argent, on refuse de nous le donner. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un diplomate. J'ai dit, mais on achète chez vous, vous refusez de nous donner. Ou bien on paye, vous bloquez. Mais on va là où on ne nous bloque pas. Quand on paye, au moins on a nos équipements. Donc les équipements sont payés cash sur le budget national. Bon, il y a Amadou Maïga, effectivement, il est revenu de façon assez éloquente sur les insuffisances des réponses. Je lui donne acte du fait qu'il peut-être il n'est pas satisfait, mais j'ai fait de mon mieux pour vous satisfaire. Pour le reste, je pense que vous êtes un homme politique, on peut continuer le débat en dehors ici, dans des débats informels entre nous. Il dit qu'il est un enseignant en politique. Vous savez, les plus grands hommes politiques au Mali, c'est des enseignants. Donc, il y a peu d'ingénieurs qui sont des hommes politiques. Donc, on va se retrouver. Les déguerpis de la zone aéroportière, je pense que j'ai touché leur cas. C'est des cas difficiles, vous savez. Parce qu'il y a une réglementation, que je viens de vous en parler. Dans la zone aéroportière, il y en a peut-être qui ont des hôtels là-bas. Il y en a qui ont prévu de mettre des hôtels. Je crois qu'ils n'auront pas de problème. Ceux qui sont dans des situations irrégulières, où ils ne peuvent pas être là-bas, certainement qu'il faut prévoir des formules pour les dédommager, si les conditions de leur installation sont justes. La question de notre présence, de la création de notre monnaie. Vous savez, je pense qu'il y a des étapes dans la construction de l'État qu'il faut aborder avec beaucoup de discernement. Nous avons déjà créé une monnaie. Il faut tirer les conséquences des raisons de sortie de cette monnaie. On a créé la monnaie en 1962, je crois. On a signé les accords franco-maliens en février 1967 pour dire qu'on retourne au CFA dans 5 ans, donc en 1972. Il faut s'interroger sur les raisons. Nous voulons faire atterrir le bateau Mali à bon port pour que le processus de changement auquel les Maliens ont aspiré atteigne le point de non-retour. Quand on l'atteint, même si certains quittent le bateau, il va continuer. C'est ce point de non-retour que nous voulons atteindre avec le gouvernement de transition. Pour qu'au moment où l'équipe
cède la place, ceux qui viendront n'auront d'autre choix que de continuer à arriver à bon port. Merci bien, Monsieur le Président. Merci. Cher honorable. Merci, Monsieur le Premier ministre. Cette séance de questions d'actualité est à présent terminée. Comme vous le savez, elle a été organisée en application de l'article 16 de la Charte de la transition qui confère au CNT la mission de veiller à l'orientation, au contrôle et au suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. Dans cette optique, la séance d'aujourd'hui aura servi de cadre pour revisiter en profondeur les 4 axes du plan d'action du gouvernement sur la période 2021-2022, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. La séance d'aujourd'hui aura surtout permis au CNT, voire au peuple malien, dans son ensemble, de jauger le niveau des réalisations effectuées, les actions en cours de réalisation et celles non réalisées depuis le 2 août 2021, date d'adoption du PAG par le Conseil national de transition. Mesdames et Messieurs, l'exercice républicain que nous venons de terminer a certainement été laborieux et par moments assez passionné. Toutefois, il a été l'occasion pour le CNT d'exprimer sans tabou ses appréhensions sur le déroulement du processus de transition et d'être informé sur les éventuelles difficultés de parcours et les perspectives. À l'issue de cette séance, j'estime que nous avons pu, ensemble, nous accorder sur les véritables priorités de l'heure. À cet égard, nul doute que vous vous emploierez très rapidement à remettre au cœur du programme du travail gouvernemental les nouvelles actions requises pour conforter le processus de refondation de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je reconnais qu'au cours des débats, vous avez démontré votre engagement constant à réussir la mise en œuvre du PAG. Par contre, vous avez dû constater que des attentes fortes, voire des inquiétudes, ont été exprimées de façon récurrente. Le temps n'étant plus notre allié, comme vous le savez, il est donc impératif que les résultats des autorités de la transition soient bien perceptibles aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. En ce qui concerne le Conseil national de transition, CNT, je voudrais vous assurer qu'il jouera pleinement sa partition aux côtés du président de la transition et du gouvernement, notamment à travers le traitement diligent de tous les projets de textes qui lui seront soumis. Je vous remercie. Qu'Allah bénisse le Mali. La séance est levée.